Bonjour à tous. Encore quelques petits aménagements du type table, etc. qui arrivent. Pendant ce temps-là, pour vous occuper, vous allez pouvoir tous éteindre vos téléphones. Normalement, il y a tout le monde qui se précipite en se disant « je mets mon téléphone en silencieux ». Merci à vous. Voilà. Non, pas là-bas. Pas trop loin de ici. Bonjour, merci à tous d'être là pour cette session, conférence plénière. Pourquoi et comment bâtir une gouvernance documentaire et de l'information dans l'entreprise? Donc on va se focaliser beaucoup sur le pourquoi et le comment. Et on va demander à nos orateurs qui vont se présenter très rapidement de nous dire pourquoi et comment. Je pense que ça répond à une demande générale. D'abord, merci à tous d'être présents aussi nombreux. Et Reed, l'année dernière, lorsqu'il a interviewé les visiteurs, avait demandé quelles étaient les thématiques qu'il souhaitait voir abordées. 75% des visiteurs de l'année dernière ont demandé que l'on parle de gouvernance documentaire. J'en ai personnellement une analyse un petit peu rapide qui est de dire c'est qu'on sent bien dans les équipes et dans les entreprises qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que ça ne se passe pas dans le plus grand ordre et que donc il y a une espèce d'inquiétude qui se fait et qu'il faut reprendre contrôle là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir autour de cette séance. Tout d'abord, je vais demander à nos intervenants de se présenter. Donc Caroline Buscal de CERDA, si vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour, donc je suis Caroline Buscal du groupe CERDA. Je suis le directeur du département projet conseil au niveau du groupe CERDA. Et sur la thématique de la gouvernance documentaire, nous intervenons sur un certain nombre d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et nous venons de travailler suite à une enquête que nous avons faite auprès de 280 organisations. Nous venons de publier un livre blanc autour de la gouvernance documentaire. Je continue par ordre alphabétique. Philippe Blot-Lefebvre. Bonjour, Philippe Blot-Lefebvre, Hub2B DLM. J'ai une spécialité de gestion du droit d'usage de l'information numérique et je suis vice-président de la FIDIM, qui est la Fédération internationale des documents et informations managers. Donc on est bien dans la gouvernance documentaire et information. Bah, ça tombe bien, tu t'es pas trompé de table. Jean-Marc Rich. Bonjour, Jean-Marc Rietch, président de FEDISA, que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Expert sur tout ce qui est dématique et archivage électronique et chargé de cours à Mines ParisTech. Et en ce qui concerne la gouvernance, j'essaierai effectivement de préciser un peu les choses en ce qui concerne la gouvernance de l'information. Et Jean-François Rodriguez de DocaPost. Oui, bonjour, Jean-François Rodriguez, je suis directeur général d'ISC Conseil, qui est une filiale conseil du groupe DocaPost, donc filiale du groupe La Poste, qui intervient sur la gestion documentaire pour l'accompagnement des projets et la fourniture de solutions. Et dans le cadre des activités conseil, on a un peu effleuré les sujets de gouvernance documentaire avec quelques clients et je vous parlerai de l'une de ces expériences.
Bonjour, et moi je suis Jean-Louis de la Salle, ancien président d'Explore, et j'ai un cabinet de conseil qui s'occupe de ce qui s'appelle MPS, Managed Print Services, c'est-à-dire l'ensemble des parcs d'impression, comment ils sont organisés, et évidemment, une fois qu'on imprime, d'où venait le document, quel était le process qui était associé autour, et qu'est-ce qui se passait, d'où l'intérêt pour la gouvernance documentaire que je peux avoir. Je vérifie juste une chose technique, est-ce qu'on nous entend bien au fond? Parce que moi j'ai beaucoup de bruit là, mais vous entendez bien, c'est ce qui est le plus important. Bon, donc, première personne à intervenir, ça va être Caroline, qui va donc nous parler de l'étude que CERDA vient de réaliser auprès de 280 entreprises, si j'ai bien entendu. Voilà, c'est ça. Auprès de 280 organisations, avec un échantillon qui était évidemment composé de façon à garder un équilibre entre les structures privées, les structures publiques, les secteurs d'activité, et puis évidemment les tailles d'organisation. Nous avons couvert à la fois des organisations de moins de 100, mais également entre 100 et 500 et au-delà d'eux, de façon à avoir réellement une visibilité sur, on va dire aujourd'hui, la pénétration du concept de gouvernance documentaire, de l'activité que ça représente au niveau de ces organisations. Avec en plus un élément particulier sur cette seconde enquête, puisque nous l'avons déjà menée l'année dernière à la même époque, d'ailleurs dans le cadre de Documation. Et donc là, c'est vraiment l'enquête renouvelée 2012 avec des questions autour du réseau social d'entreprise. Le lien ou pas, faut-il l'intégrer aussi au niveau de la gouvernance documentaire? Vous verrez que les résultats sont relativement inquiétants à ce niveau-là. Donc je vous le disais, on a essayé de couvrir de façon tout à fait générale le périmètre des organisations qui existent aujourd'hui en France, qu'elles soient basées sur Paris, sur d'autres régions, avec une volonté de couvrir tout secteur d'activité, de l'industrie à la finance, en passant par les services, l'administration, les collectivités, le domaine de la santé, et même les associations et les ONG, puisque nous intervenons assez régulièrement d'ailleurs auprès de ce type d'organisations, qui ont eux aussi des contraintes, en particulier liées à tout ce qui est compliance, de preuve d'activité. Alors, le premier résultat qui nous a surpris de par le chiffre qui est apparu au niveau de cette enquête liée sur la gouvernance documentaire, la question était quel est l'enjeu, quels sont les enjeux majeurs auxquels doit s'attaquer la gouvernance documentaire. On est parti du principe qu'aujourd'hui, cette notion de gouvernance qui intègre tous les volets liés à la gestion documentaire, gestion des mails, archivage électronique, échange, code collaboratif, etc., étaient intégrés. Donc première question, c'est aujourd'hui, quel est l'enjeu majeur auquel doit s'attaquer la gouvernance documentaire? Et la première réponse qui a été faite et qui a été positionnée en leader par 80% de nos répondants, c'est l'organisation de l'accès et du partage de l'information et des documents. Donc on est bien face à cette problématique d'éparpillement des sources, d'éparpillement des gisements d'information. On va voir aussi un peu plus loin l'éparpillement des structures qui sont censées gérer l'ensemble de ces gisements d'information et qui aujourd'hui sont fortement identifiés comme une source de très grandes difficultés par les usagers et par tous ceux qui, de près ou de loin, sont en charge d'intégrer, de piloter cette politique documentaire, cette gouvernance documentaire. Donc ce chiffre est fort, 80%, parce qu'il a fortement accru d'une enquête à l'autre. C'est l'intérêt de le faire sur 2 années à la même période. C'est un chiffre qui a augmenté de plus de 15% entre l'année dernière et cette année. Avec derrière, et on ne sera pas surpris, de voir apparaître comme enjeu positionné en numéro 2, la problématique de définir des règles et des process en matière documentaire. Là aussi, et ça croise notre expérience de cabinet conseil, de voir que très souvent, des politiques documentaires sont développées, installées dans beaucoup d'organisations à travers des systèmes, à travers des fonctionnalités, mais pas toujours et pas suffisamment traduits en termes de processus, de mode opératoire, de règles, et puis aussi en termes de changement dans les usages et les pratiques des utilisateurs. 3 problématiques
dominantes également ressortent de cette enquête, avec une percée assez forte du premier élément en haut de ce graphe, qui est celui de l'éparpillement des outils, des accès, des moyens qui sont là pour justement organiser la gestion de l'information et des documents. On est très clairement quelque part dans l'interrogation sur le besoin de convergence de toutes ces fonctions. On parlera tout à l'heure du DIM. Voilà, on se recroise complètement, on va bien dans le même sens. Ce sont aujourd'hui les usagers, les DSI, même les fonctions métiers qui eux-mêmes commencent à dire il y a un problème, il y a trop de gisements éparpillés, il y a trop de structures qui ont en charge, certains la veille, d'autres l'archivage, le troisième, certaines bases documentaires, quatrième, des actions de mise à disposition d'informations, cinquièmement, un atelier numérisation pour intégrer des documents à l'intérieur de dossiers métiers. Et tout ça a le sentiment d'être éparpillé. Alors le terme est peut-être un peu fort parce que dans la réalité, il y a évidemment des liens, des interfaces, des travaux parfois communs, mais c'est vécu par les utilisateurs comme quelque chose d'éparpillé qui pénalise d'autant plus pour eux l'accès à cette information et ces documents. Et c'est à ce point-là, en l'occurrence, que doit s'attaquer la gouvernance documentaire. Donc on arrive aussi à avoir des résultats relativement concrets maintenant. Derrière le mot gouvernance documentaire, on voit très bien que vos organisations, quel que soit son secteur d'activité, ont commencé à définir très concrètement ce qu'ils en attendent. Moins d'éparpillement, des modes de collaboration et d'échange d'informations plus structurés, des traductions en gisement d'informations plus clarifiées. Donc ça, c'est important parce que l'enquête de l'année dernière donnait plutôt une attente en termes de « mais c'est quoi la gouvernance documentaire ?» Il y avait véritablement une interrogation sur le concept. Donc on voit qu'il a pénétré les organisations, il commence à faire son chemin. C'est relativement lent, puisque je ne vous montrerai pas, mais sur le livre blanc que vous trouverez sur le stand CERDA, il y a le chiffre d'une augmentation de 3 à 4% seulement entre l'année dernière et cette année sur des organisations qui se dotent d'une politique de gouvernance documentaire. Donc vous voyez, c'est pas énorme comme évolution, mais ça sous-entend aussi que c'est un vrai travail de fond qui prend du temps. Mais là, dans cette enquête, on voit quelles sont les clés d'entrée qui sont attendues. Les activités, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais vous les connaissez sans doute aussi. Et on voit bien qu'il y a des regroupements assez forts. Il y a deux grandes réponses. Il y a tout ce qui est lié à l'information au quotidien. Ça va de la gestion des mails, les dossiers courants, les problématiques de partage et de collaboration, la gestion des connaissances, c'est-à-dire comment j'exploite, comment je contextualise telle ou telle information, tel document. Tout ça arrive quelque part en même niveau de réponse au niveau des répondants à cette enquête. Et puis après, on est sur des aspects ou plus techniques ou aussi plus liés aux réglementations, aux obligations, aux normes, avec des attentes qui sont liées à l'archivage électronique, à la dématérialisation, de façon à avoir à terme un ensemble constitué, cohérent et harmonisé. Alors, je vous disais que nous avons posé 4 questions autour du lien possible entre gouvernance documentaire, intranet et réseaux sociaux d'entreprise. Alors, il faut savoir, malgré tout, qu'à la réponse, vous n'avez pas le graphe là, mais à la question, pardon, votre organisation est-elle dotée d'un réseau social d'entreprise? On n'a eu que, entre guillemets, 15% de réponses positives, donc il faut relativiser, et 15% qui sont sur des projets dans les 15 prochains mois. D'accord ? Donc on est quand même sur un phénomène nouveau, récent, qui avance lentement, mais qui participe malgré tout à cet éparpillement possible que ressent l'usager. On a le sentiment qu'effectivement on rajoute une brique. Alors un très beau moyen d'échange, de dialogue, un média social intégré à l'entreprise, comme effectivement cela peut être intéressant, mais qui est vécu par l'utilisateur un peu comme encore une source, encore un gisement. Est-il ou pas connecté au reste du système d'information ? Vous avez la réponse sur la partie droite du slide qui vous répond que non.
le RSE est vécu comme complètement autonome du reste du système d'information. C'est là où je vous dis qu'il y a quand même à se poser des questions. La gouvernance documentaire s'arrêterait-elle aux portes du RSE? C'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger et que nous, professionnels du domaine, nous devons pouvoir effectivement ouvrir aussi à cet aspect des choses. Il n'y a que 2 fois 7% des répondants qui disent qu'il y a un lien entre le réseau social d'entreprise de leur organisation et des systèmes de gestion de contenu, base documentaire, GED, workflow, archivage électronique, dématérialisation. Soit c'est parce que le RSE est identifié comme porteur lui-même de fonctionnalités de CM, soit inversement, un système de CM pouvant exister au niveau de leur organisation avec également des fonctions liées à des échanges plus dynamiques que peuvent représenter aujourd'hui les RSE. Donc vous voyez qu'on est quand même dans des réponses relativement faibles sur le lien entre gisement d'information et système d'échange. Et je conclurai juste sur un sujet qui va de toute façon aussi être l'objet des interventions des autres personnes, qui est de dire au niveau du RSE comme au niveau de la gouvernance se posent des problèmes de pilote, qui est maître de la décision et de la motivation de cette évolution. On voit bien qu'au niveau du RSE, qui pilote? Alors on a un responsable de l'information documentaire en premier, puis après on a autre. Et dans autre, pour avoir regardé un peu plus en détail, ça va de l'agence de com extérieure, en passant par le marketing, et puis on ne sait pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit on ne sait pas. On peut imaginer qu'il y a un pilote, mais on ne l'a pas vu. Ou bien c'est chacun. Chacun s'autopilote. Donc ça laisse malgré tout la possibilité à beaucoup de choses. Et dernier élément sur lequel j'attire votre attention, c'est comment s'organise la gouvernance de ce qui circule à l'intérieur du RSE pour ceux qui aujourd'hui ont un réseau social d'entreprise. Là aussi, la réponse est tout à fait éloquente. 61% disent « rien n'est prévu ». Or, on sait, pour pratiquer un réseau social d'entreprise, qu'on voit échanger des fichiers, des images, du son, pas seulement de l'information, mais de plus en plus appuyé d'éléments formels qui pourraient être à terme ou capitalisés ou partagés à d'autres utilisateurs. Donc on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, le réseau social d'entreprise vient en collusion un peu avec l'évolution autour du concept de gouvernance documentaire qui veut être plus rassembleur et plus pilote, et on a ce système qui vit un peu à part et qui peut à terme, pour les usagers, devenir une autre source d'échange parallèle et rentrer peut-être même en opposition avec ce qu'est en train d'essayer de faire ceux qui aujourd'hui pilotent la gouvernance documentaire. Merci. Merci. Alors moi, j'aurais une première question à vous poser avant d'ouvrir pour une ou deux questions dans la salle, spécifiquement sur cette intervention. C'est s'il n'y a pas de pilote, si on ne sait pas où c'est, etc. Mais que fait la direction générale? Qu'est-ce qu'on lui a dit ou qu'est-ce qu'on lui a pas dit d'ailleurs? Alors je crois qu'effectivement, ça aussi c'est un élément qui ressort fortement. Lorsque l'on pose la question sur facteur déclencheur, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, une gouvernance va commencer à se construire, la motivation et l'élément moteur de la direction générale est essentiel. Ce n'est pas un problème économique aujourd'hui, alors ça peut l'être aussi, mais plus dans des volets de déploiement. Le premier problème, il est là, avec un sentiment de nos compréhensions encore aujourd'hui de nos directions, sur l'enjeu que représente la gouvernance, pas seulement dans cette mise en place d'un système qui partage mieux, qui permet de plus facilement accéder à l'information, mais aussi répondant à des problématiques réglementaires, à des problématiques de compliance, de conservation de certains nombres de preuves liées aux activités. Et là, on a le sentiment que ce discours-là, il commence à être entendu. Aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve, on voit arriver des directions juridiques participant au pilotage des projets de gouvernance documentaire, donc qui en ont aussi l'illustration, mais là, il y a encore beaucoup d'informations à passer. Une ou deux questions à Caroline, spécifiquement sur la partie de son intervention. Madame ? Bonjour, alors Audrey, consultante en intelligence économique. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de mode sur tout ce qui était gouvernance documentaire, GED et intelligence économique, et que du coup tout s'est mis en place un peu rapidement sans réfléchir vraiment à l'objectif final? Parce que quand on parle avec beaucoup d'entreprises, ils ne savent même pas ce que c'est que l'intelligence économique, ou en tout cas il y a une confusion sur le secteur en particulier.
là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il y a véritablement un problème de clarification des éléments, des concepts, de mettre tout ça dans une feuille de route qui a du sens et de l'harmonisation. Ça explique aussi largement les freins. Alors, effet de mode ou pas, je ne dirais pas jusque-là. Je dirais que la gouvernance, ça répond véritablement aujourd'hui au besoin de structurer tous ces échanges et toute cette circulation de l'information. En revanche, on a eu tendance, effectivement, à peut-être pas suffisamment expliquer le périmètre, les modèles de fonctionnement, les modèles d'organisation qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui restent un peu en attente ou qui mettent en place des premières réponses, mais sur un périmètre très limité, pour des raisons métiers, techniques, juridiques, sans avoir une vision plus d'ensemble. Donc effectivement, on n'est pas encore sur quelque chose de cohérent et de global tel que l'on pourrait pouvoir le souhaiter pour nos utilisateurs. Une question encore ? Non. Bon. Je passe donc la parole à Jean-Marc Rietsch, qui va nous poser son point de vue et nous présenter ce que la FEDISA pense de tout cela. Deux mots sur FEDISA quand même. Mission, objectif et action. FEDISA a une particularité par rapport à d'autres associations du domaine, c'est qu'on est avant tout orienté utilisateur. On n'est pas orienté professionnel. Et je dirais son principal objectif, c'est de développer le marché autour de la dématique. Je ne parle plus de dématérialisation, mais de dématique et de l'archivage électronique. Et pourquoi je parle de dématique ? C'est pour éviter une mauvaise interprétation de la dématérialisation qu'on a souvent tendance à réduire à la numérisation. Or, la dématérialisation va beaucoup plus loin. Il y a certes la numérisation qui permet de transformer du papier en numérique. Il y a aussi la dématérialisation de tout ce qui est échange, donc typiquement le mail. Et puis surtout, et essentiellement, la dématérialisation des processus, qui n'est rien d'autre qu'une évolution de l'informatique traditionnelle, avec une couche légale qui est très importante. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je rajouterais juste aussi une des grosses difficultés dans tous ces projets, en dehors du fait qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est vrai, c'est la difficulté intrinsèque au projet en termes de pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on est obligé de traiter à la fois de la technique, du juridique et de l'organisationnel, qui fait qu'effectivement, ça tourne dans les différents services des entreprises telles qu'elles sont construites aujourd'hui. On y reviendra. Et je pense que Philippe abondera dans ce sens avec la FIDIM. Alors les objectifs, développer le marché, je vais assez vite là-dessus. Les actions, parce qu'en fait, on travaille quand même beaucoup au travers de commissions, des événements qu'on organise à peu près tous les mois, un congrès annuel, un certain nombre d'ouvrages, la formation avec Demateus. Et la formation est extrêmement importante parce qu'effectivement, ce n'est pas une opportunité de marché, mais c'est simplement bien faire comprendre, je dirais, à nos dirigeants, parce que là, l'enjeu est stratégique. Vous l'avez bien compris, tous les enjeux qu'il y a derrière cette dématérialisation et cet archivage électronique, et surtout être capable de former ces fameux pilotes, ces fameux chefs de projet, pour qu'effectivement, ils soient capables d'aborder des thèmes qui ne sont pas forcément familiers. Si on est ingénieur, on n'a pas forcément la capacité à traiter du juridique du jour au lendemain. Si on est archiviste, on n'a pas forcément la capacité à traiter du jour au lendemain les aspects techniques ou des aspects juridiques. Donc il y a toute une formation justement à mettre en place là autour. L'association aujourd'hui est véritablement représentative, avec des adhérents de renom, IN, Imprimerie Nationale, Chambre des Notaires de Paris, Orange, IBM, etc. Participation très importante. Et puis surtout une présence internationale qui s'intensifie. Aujourd'hui essentiellement francophone, mais qui nous permet effectivement aussi d'avoir des échanges avec nos voisins et qui me permet de dire au passage qu'en France, il serait temps qu'on se secoue un peu. Pour le bien de tout le monde. Parce qu'en fait, l'objectif, au-delà d'organiser le système d'information, c'est ce qu'on va voir derrière la gouvernance, ça n'a pas encore été dit ce matin, mais je pense que c'est la partie essentielle, c'est de valoriser cette information. On va y revenir. Alors, gouvernance de l'information, je vais passer maintenant par certains éléments. Donc le SI, système d'information, outil de production de valeur. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à interpeller des dirigeants d'entreprise. Si vous allez voir un dirigeant d'entreprise en lui disant « vous avez besoin d'un archivage électronique », dès l'instant où vous lui donnez le terme archivage, il ne vous écoute plus. Je parle en connaissance de cause, ça fait 12 ans que je pratique. Si vous lui parlez de patrimoine informationnel, vous avez déjà une oreille beaucoup plus attentive. Et si vous lui dites attendez, on peut être capable effectivement de valoriser votre information, là on va commencer à l'intéresser. Mais pour dire qu'effectivement c'est un enjeu stratégique au niveau direction générale. Donc le SI, on le rappelle, support de l'ensemble des processus métiers, ouverture vers un plus grand nombre d'utilisateurs,
progression des capacités de stockage et de traitement, bien évidemment, adapter l'organisation des SI aussi par rapport à toutes ces évolutions. Et les réseaux sociaux en font partie. Il faut évidemment être conscient de tout ça. Ce qui fait que le SI passe d'une logique de collecte des données à une logique de production d'informations. Lorsqu'on parle de gouvernance documentaire, on est plutôt encore dans une logique de collecte, d'organisation de ces documents. Et je dirais en ce moment, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut passer à l'échelon au-dessus, production de valeur. Je reprends également à ce niveau-là une citation d'Alain Juillet, puisqu'on a évoqué l'intelligence économique, donc était le haut responsable de l'intelligence économique en France à l'époque où le poste existait, qui disait qu'effectivement l'organisation et la sécurisation d'un système d'information n'était pas une fin en soi, mais la condition indispensable pour aller plus loin et justement exploiter cette source d'information. Alors comment organiser son SI ? Classer son information, gérer la qualité de l'information, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que l'information tue l'information, j'adhère pas à ça. Ça veut dire, si on est dans ce discours, ça veut dire qu'on est incapable de maîtriser son information. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a des réflexes à acquérir qu'on n'avait pas il y a encore 10-20 ans. Lorsqu'on a une information, il faut vérifier sa qualité. L'exemple que je donne systématiquement, c'est Wikipédia. Il y a énormément d'informations dessus. C'est très facile d'accès. Il y a des bonnes informations, mais je dirais la précaution élémentaire, c'est de croiser cette information. Ce qu'on ne faisait pas avant. Quand on allait dans une encyclopédie, ce qui était dedans était validé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Disposer des politiques nécessaires, donc ça a déjà été évoqué, politique de sécurité, politique documentaire, politique d'archivage, politique de certification autour de la signature électronique, politique de redatage, mais toutes ont une raison d'être et il faut absolument bien les préciser et surtout les gérer. Une politique, pareil, n'est pas faite pour dormir dans un tiroir. Une politique, elle est faite pour être appliquée déjà et elle est faite pour être révisée régulièrement. Dimensionner des infrastructures adaptées, gérer le cycle de vie des documents. Donc ça, c'est quelque part une révolution dans l'entreprise et surtout quand on parle d'archivage électronique. Parce que quand on évoque la notion d'archivage, on voit tout de suite quelque chose qui arrive en bout de chaîne, alors que typiquement dans le monde numérique, l'archivage, on le prend au début. C'est à la création du document qu'on est obligé de s'y intéresser. Et surtout, une notion de risque qui est essentielle à prendre en compte pour l'ensemble du projet. Donc il y a le risque sur le projet en tant que tel, mais après, la composante risque est très très importante. Puisque la difficulté aussi dans toutes ces matières, dans tous ces environnements, c'est qu'on est obligé de faire des compromis. Il n'y a jamais de solution idéale, malheureusement. Et pour faire ces compromis, pour faire le bon choix, je dirais on peut effectivement énormément céder par rapport au risque. C'est-à-dire qu'on fait de la gouvernance par la gouvernance des risques, en fait, aussi. Et on crée de la valeur. Alors, une des difficultés essentielles aussi, c'est ce mariage des données avec les systèmes. Donc, comment associer données et systèmes ? Puisque, bien évidemment, ça part d'un constat, c'est que toutes les données, tous les documents, toutes les informations dans l'entreprise ne représentent pas la même valeur. On prend un courrier, je dirais, qui confirme un rendez-vous et à côté de ça, un contrat de plusieurs millions d'euros. Ce sont les deux des documents et évidemment, ils n'ont pas la même valeur. Donc, comment faire effectivement derrière pour associer ça au système adapté derrière ? Donc là, c'est une proposition que l'on fait au niveau de FEDISA, c'est de passer par des aspects sécuritaires, bien sûr, et des aspects services. La sécurité, on les décline, je dirais, par rapport au classique du genre, donc disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve, traçabilité. Et puis en matière de service, donc c'est typiquement ce qu'on voit arriver au niveau des SLA, Service Level Agreement ou convention de service, qui là sont, je dirais, à la discrétion des fournisseurs de services. Ce fameux cycle de vie des documents, donc 3 grands âges, la création du document jusqu'à l'étape importante qui est celle où il est figé. À partir du moment où ce document est figé, on passe effectivement dans la période de conservation. Donc j'ai parlé du records management, mais ce n'est qu'un des pans du records management à ce niveau-là, qui peut être plus ou moins longue. Et la dernière étape, la partie patrimoniale. Savoir que l'archivage, donc encore une fois, on doit s'y intéresser dès la création du document. Donc ça, il y a une véritable révolution dans les entreprises par rapport à ça. Et la difficulté, c'est le cas échéant d'être amené à prouver que la chaîne de confiance pendant toute la durée de conservation dite du records management n'a pas été rompue. Donc ça, c'est très important. Ceci dit, ce n'est pas une parenthèse, lorsqu'on parle d'archivage à valeur probante, on a des exigences similaires sur l'archivage patrimonial. Parce qu'à partir du moment où vous avez un document qui ressort au bout de 50 ans ou 100 ans, je vais attendre 2 secondes. Vous n'êtes pas à bord du TGV.
Ce que je veux dire, c'est que les exigences au niveau d'un archivage patrimonial sont très fortes également. Si vous sortez un document au bout de 50 ans dont vous n'êtes pas capable de garantir l'intégrité, ça n'a pas servi à grand-chose de l'avoir gardé. Donc bien faire attention que probant et patrimonial sont très proches. Et le patrimonial, limite, est encore plus délicat parce qu'il faut garder ça ad vitam aeternam. Alors, l'approche par les risques, j'en parlais tout à l'heure, méthodologie par laquelle les risques sont tout d'abord donc, identifiés, qualifiés, quantifiés. Je dirais aujourd'hui, au niveau de FEDISA, nous ne sommes pas les seuls, on essaye de travailler sur des méthodes qui soient simples d'accès, parce qu'aujourd'hui, les méthodes d'analyse du risque existent. Je dirais qu'il faut quand même bien rentrer dedans pour bien comprendre et bien les appliquer, quelle que soit la méthode d'ailleurs. Et puis surtout, une fois qu'on a fait ça, c'est la réaction et la décision que l'on prend par rapport au risque. Soit on l'évite, soit on l'accepte, soit on les diminue, soit on les transfère. Alors l'éviter, bon, je fais rien en fait, donc dans ce cas-là, on risque pas de se tromper, encore que, je dirais, il y a un risque à ne rien faire. Accepter, c'est la notion de risque résiduel, c'est-à-dire j'ai conscience de ce risque-là et je l'admets, je le prends. Diminuer mon risque, donc c'est là que je vais investir et en matériel et en procédure pour diminuer mon risque. Ou le transférer, c'est là que jouent les assurances et qu'interviennent les assureurs. Également savoir que sur ces aspects, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, parce que les compagnies d'assurance et le raisonnement des assurances évoluent, mais aujourd'hui, la majorité des contrats ne sont pas adaptés à ces préoccupations. Un assureur sait très bien effectivement vous assurer par rapport à un matériel, parce qu'il a la vision de ce qu'il devra vous rembourser si jamais le matériel est défaillant. Par rapport à une donnée, c'est déjà beaucoup plus délicat. À leur décharge, même les chefs d'entreprise aujourd'hui ont du mal de valoriser certaines informations. Et puis, on arrive justement donc à la gouvernance finalement. Comment on arrive à articuler tout ça? Donc ça, c'est un schéma que je reprends, qui est une présentation d'IBM, qui est évidemment critiquable, mais qu'elle mérite quand même de clarifier finalement et de remettre en place une grande partie de ce qui vient d'être dit. Donc sur la partie basse, on voit apparaître les infrastructures techniques, la classification des données avec l'introduction des métadonnées. Un peu plus haut, on voit apparaître la notion de cycle de vie de l'information avec la qualité de l'information qui est absolument essentielle. Et puis tout ce qui est sécurité au sens données privées, security and privacy. Un peu plus haut, tout ce qui est politique, avec l'organisation de la structure. Et je dirais tout en haut, qu'est-ce qui peut sortir de tout ça? C'est finalement à droite la partie création de valeur, et à gauche, tout ce qui est risk management et gestion de la conformité. Donc ça vous permet de remettre en place, je dirais, tous les panneaux qui interviennent à l'intérieur de cette gouvernance de l'information. Alors, conclusion intermédiaire, bien sûr. Beaucoup reste à faire. On n'en est évidemment qu'au début, encore une fois. Besoin d'accélérer la vision amont, c'est-à-dire effectivement sensibiliser de plus en plus, je dirais, les organes décisionnels dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, parce que la problématique est identique. Besoin de visibilité aussi, de bien comprendre, et de formation. Ça, je laisse Philippe en parler. Il connaît bien le sujet, on a suffisamment travaillé ensemble dessus. Besoin de coordination aussi, de cohérence et d'échange. Parce que bizarrement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous devez mener dans une entreprise un projet pluridisciplinaire tel que ceux qu'on évoque ce matin, c'est pas facile. Parce que soit on raisonne direction informatique, on reste que sur la technique, soit on est effectivement dans le domaine documentaire, on reste que sur des documents, sur la classification, et puis si on est au juridique, il ne faut surtout pas se marier avec le reste. Donc ça, il faut absolument que ça évolue et que ça change pour qu'on arrive effectivement à gérer des projets véritablement efficaces en matière d'information. Besoin de communiquer. Alors vous allez me dire, vous êtes malade parce qu'en ce moment on a de l'information dans tous les sens, oui mais on communique mal. Donc il faut apprendre à communiquer. J'aurais dû mettre besoin d'apprendre à communiquer, mieux communiquer, besoin de méthodes bien évidemment. Et puis tout ça pour la conclusion qui est quand même importante, pour valoriser son patrimoine informationnel, innover, puisqu'en fait c'est une des conséquences de la gestion de son information, être performant et rester compétitif. Et je dirais, comme on est en période préélectorale d'ailleurs, on a fait un appel à nos gouvernants, on verra ce que ça pourra donner, mais sur cet enjeu du numérique, je dirais, vers cet aspect innovation. Je dirais, si on a une carte à jouer en France et encore plus en Europe, c'est bien celle-là. Merci pour votre attention. Merci Jean-Marc. Avant de vous passer la parole, une question qui me vient à l'esprit, c'est finalement, est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que le métier, les professionnels, nous sommes tous, on ne s'est pas un peu endormis dans une ivresse technologique et qu'on a oublié les vrais buts qui sont derrière? À quoi ça sert tout ça? Et que c'est peut-être pour ça que les DG n'ont pas tout compris.
Quand tu disais je présente l'archivage, mais les gens, ça ne les motive pas, c'est peut-être parce que l'archivage, c'est un moyen par rapport à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu en penses ? Complètement. Complètement. Je dirais qu'aujourd'hui, et j'en parle d'autant plus que j'ai une formation d'ingénieur, donc les techniciens ont eu tendance à faire la technique pour la technique, et il y a un manque de communication, et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils ? Un autre exemple que tout le monde connaît, c'est Word aujourd'hui, qui utilise plus de 5% de Word. C'est pas évident, parce qu'il y a tellement de capacités qui nous sont offertes. Et je dirais, ce qu'on essaye de faire passer au niveau de FEDISA, c'est effectivement quel besoin on cherche à satisfaire derrière par rapport à cette richesse que l'on a aujourd'hui au niveau de l'information. Parce qu'il faut voir effectivement qu'aujourd'hui, cette masse d'informations est extrêmement productrice de valeur, pour peu qu'effectivement on sache correctement la gérer. Et là, le sujet n'est pas forcément facile. Mais pour illustrer ça, une évolution qui est très nette par rapport au système expert qu'on a vu naître dans les années 80 et les nouveaux systèmes experts qui sont en train d'apparaître aujourd'hui. Alors je dirais les systèmes experts, tout le monde en a dans sa voiture, c'est du système expert évidemment. Mais une nouvelle approche, puisque dans les années 80, il y a également quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ces projets que je n'ai pas encore cité jusqu'à maintenant, qui est la conduite du changement. C'est-à-dire expliquer aussi pourquoi on veut faire ça, et accompagner les gens au fur et à mesure. Et les systèmes experts qui ont été présentés dans les années 80 ont été présentés comme remplaçant les experts. Donc c'était le meilleur moyen pour que les experts ne donnent pas l'information. Aujourd'hui, c'est plus intelligent comme approche. Et je vous incite à aller voir le site, parce que le Dr Watson, qui est le dernier système qui a été présenté par IBM, en fait, est assez révélateur de ce que je suis en train de dire. Dans la mesure où, effectivement, Dr Watson peut non pas se substituer à l'individu, mais au contraire l'aider, je dirais, par rapport à des décisions pour une aide au diagnostic, par exemple, d'où le nom Dr Watson, ou d'autres sujets. C'est-à-dire que maintenant, les systèmes experts sont là pour aider l'expert métier, l'expert en chair et en os. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut effectivement laisser apparaître. Et par rapport à la question qui a été posée, au niveau de la direction générale, c'est également leur communiquer la puissance des outils qu'il y a derrière, puisque là, c'est pas de la recherche par de l'indexation. C'est de la recherche sémantique, il y a de la compréhension derrière, avec un travail qui est absolument énorme, et ce serait quand même très dommage de s'en priver. Merci Jean-Marc. Des questions ? Pas de questions. Alors, je vais en poser une autre. Tu as dit l'international. Tu as dit FEDISA travaille dans la francophonie, au sens assez large, j'ai vu la liste. Et tu as fait un commentaire qui était « Ah, en France, on ferait bien de se secouer ». Qu'est-ce qui se passe de différent en France ou ne se passe pas ? En France, un des soucis que l'on a, c'est qu'on est très brillant sur certains domaines, mais qu'après on ne partage pas. Et que chacun veut réinventer la roue de son côté. Résultat, on a plus tendance, je dirais, à s'auto-étouffer sur un certain nombre de projets, plutôt un genre de fédération qui permette effectivement d'avancer. Et aujourd'hui, je pense que nos gouvernants n'ont pas véritablement pris totale conscience des enjeux qu'il y a derrière effectivement tout cet aspect numérique. J'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer avec le cloud à la française, qui est révélateur de ce que je viens de vous dire. Là où on était parti pour avoir un cloud, maintenant il y en aura peut-être deux, et finalement il risque de ne pas y en avoir du tout. Parce que ça n'a pas de sens. Deux clouds français, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'engage que moi ce que je dis là. Mais j'en suis intimement convaincu, et je verrais même plus un cloud à un niveau européen. Donc en France, c'est un des premiers exemples. Un deuxième exemple, factuel, par rapport à la nouvelle directive européenne sur la dématérialisation des factures. Vaste sujet. Donc, si vous n'êtes pas au courant, l'année dernière, il y a une directive qui est venue corriger celle de 2001, directive 115, et qui demande à tous les États membres de créer une commission pour avancer sur la diffusion la plus rapide possible de cette dématérialisation de factures. Mais là, on parle de factures électroniques, ce n'est pas la dématérialisation de factures entrantes. On n'est pas sur des processus de numérisation. Au ministère des Finances, on a été invité. Et il y a une personne de l'Europe qui était là pour engager le débat et qui a commencé en disant qu'elle était très contente évidemment d'avoir été invitée, mais qu'elle tenait quand même à préciser que la France, on était les 21e à créer notre groupe. Donc, quand je dis en retard, c'est factuel. Autre exemple, puis après je m'arrêterai parce que la liste pourrait être longue, mais c'est des exemples qui marquent quid effectivement de la capacité à détruire le papier après numérisation. C'est un vrai problème aujourd'hui. Tout le monde. Et en fait, on n'a pas la réponse. La loi, donc soit c'est des documents
ad probationem et vous n'avez pas le droit de les détruire, non, ad validitatem, pardon, vous n'avez pas le droit de les détruire, soit c'est ad probationem et vous courez un risque. Donc résultat, bon, je dirais il y en a certains qui courent ce risque, mais d'autres pas, hein, puisqu'en fait la loi reste très floue là-dessus, n'autorise pas, n'interdit pas. Nos voisins, Belgique, on peut le faire, pas surtout, hein, mais on peut quand même le faire sur un certain nombre de documents. Le Luxembourg, la loi est prête, elle doit sortir avant l'été, où ils vont définir les prestataires de dématérialisation et de conservation de données numériques, qui permettra à ces prestataires de détruire le papier après numérisation, de façon officielle. L'Italie le fait déjà depuis plusieurs années, pas surtout non plus, c'est-à-dire ils interdisent la destruction des contrats avec des signatures manuscrites, mais ils en font quand même sur une grande partie. L'Espagne le fait aussi. Donc c'est un exemple de plus. Je m'arrête là. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Bien. On va passer la parole à Philippe Blot-Lefebvre. Tu as déjà été... ta présentation a été annoncée par tes deux co-présentateurs. J'ai envie de rebondir sur une des questions qui a été posée tout à l'heure quand on parlait de l'intelligence économique. Vous connaissez tous Oberkampf. Oberkampf, c'est l'inventeur de l'industrie. Et la différence entre ce patron qu'il était et celui d'aujourd'hui, c'est que à la fin du 18e, un patron comme Oberkampf, il a mis tous les services à sa disposition, mais il était en même temps DRH, il était directeur juridique, il était directeur financier, il avait toutes les responsabilités. Aujourd'hui, on est dans une configuration complètement différente. Le responsable de l'entreprise, il est obligé de s'appuyer sur des compétences, et donc il y a une méta-organisation qu'il a été obligé d'implémenter. Et c'est probablement la réflexion qu'a eu Jean-Pierre Blanger quand il a dit il y a 4 ans, mais il manque un monsieur ou une madame de document dans l'entreprise. Et c'est de là qu'est partie cette idée qu'il fallait effectivement une gouvernance qui puisse organiser les différentes responsabilités de l'entreprise en matière de documents. La conformité réglementaire, qu'est-ce qu'il apporte? C'est le document. Qui est responsable de document? Celui qui l'écrit, celui qui le corrige, celui qui le publie, celui qui l'archive. Tout le monde est responsable. Alors si tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Donc là, on a un vrai problème de gouvernance qui nous a amené donc, avec Jean-Pierre Blanger de RICO, ancien président de la Proged, à créer ce groupe de travail DIM, Document Information Manager. Moi-même, Jean-Louis de Lassalle, ici présent, qui est le président de la FIDIM, je ne le représente pas, et Alexis Blum, qui est un spécialiste de l'éthique. Alors, quelles étaient nos motivations pour y revenir? Beaucoup de chiffres, n'en retenons qu'un principal. Seuls 35% des cadres considèrent que la gestion documentaire est un avantage stratégique. Bon, voilà. Le problème, il est là. C'est un avantage stratégique. Je crois qu'on en a parlé, donc on ne va pas réinsister. Votre étude était importante. Donc, comment faire? Eh bien, on a regroupé donc un certain nombre de spécialistes à travers Xplore et la Proged, et on a fixé un objectif qui était la gouvernance documentaire, qui est notre sujet. Le périmètre. Alors, documents et informations. Ça a été un long sujet. Comprenez tout ce qui est numérique. Donc, quand on parle de documents, ça peut être une vidéo. Ce sont toutes les informations, qu'elles soient binaires ou qu'elles soient complètes et édulcorées. C'est bien de ça qu'on parle. La position. Pourquoi participe-t-il au comité de direction, le DIM? Eh bien, parce que on s'aperçoit, et l'étude qu'on a vue tout à l'heure était également parlante sur ce point, que chacun a une responsabilité qui ne peut pas être mélangée avec celle de l'autre. J'ai une obligation, par exemple, de protéger les informations en tant que RSSI, c'est-à-dire responsable de la sécurité. Et moi, je me fais virer si je ne sécurise pas les informations. Sachant que de l'autre côté, vous avez une R&D qui dit, moi, j'ai absolument l'obligation de produire de l'information pour faire avancer nos nouvelles solutions. Bon, qui va les départager?
Est-ce que c'est le DSI qui va dire « je suis le DSI et donc, monsieur le responsable de la sécurité, vous, tant pis, on s'en occupe pas » ou au contraire, il va lui donner raison? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, dans près de la moitié des sociétés cotées au CAC 40, les R&D utilisent des outils type Google Docs ou autres pour partager des informations parce que les systèmes de sécurité sont trop puissants pour pouvoir travailler et ça entrave les processus métiers. Donc il faut évidemment quelqu'un qui intervienne de manière horizontale et qui... voilà. Bon. Alors, ce rôle central, il est fédérateur. Il intervient sur la cohérence des différentes actions, comme je viens de vous le dire. Et puis, il y a une assistance à maîtrise d'œuvre au niveau de l'informatique et peut-être l'externalisation de certaines fonctions. Les objectifs sont évidemment la disponibilité de l'information. Tout à l'heure, on a cité un enjeu majeur qui avait augmenté de 15% entre l'année dernière et cette année, qui est l'accès et le partage. Ben oui, l'accès, mais l'accès et le partage, si on ne tient pas compte du rôle qu'ont les individus dans les entreprises pour dire quel usage ils vont avoir de leurs documents, eh bien, on a loupé l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous dans cette salle? Ce ne sont pas nos identités, nos individualités. On peut tous aller prendre un verre dans le café du commerce, c'est pas la question. C'est votre rôle dans votre organisation et c'est mon rôle dans l'organisation qui font que nous avons des choses à échanger, des documents à exploiter ensemble, des informations à partager. Donc, ce n'est pas l'accès à l'information qui compte, c'est l'usage de l'information en fonction de mon rôle. Si je suis directeur financier, ce n'est pas la même chose que si je suis comptable en termes d'usage. Les garanties, évidemment, des fonds documentaires, nous venons d'en parler avec l'archivage. Excuse-moi, je n'ai pas d'autres mots. Le record management. Bon. La responsabilisation des acteurs. Si on n'est pas responsable, eh bien, tout le monde se fiche de tout. Un des problèmes, par exemple, de la traçabilité, c'est que l'informatique est un système de traçabilité par nature. Donc, toutes les traces sont exploitables. Sauf que si on ne s'entend pas, s'il n'y a pas un consentement sur l'utilisation des traces, s'il n'y a pas un Document Information Manager qui dit « on va choisir les traces qui seront opposables pour que nos relations soient de confiance », eh bien, ça n'avancera pas. Il faut analyser les risques pour ce faire, et évidemment garantir la valeur probante au niveau nécessaire. J'aime bien les slides où il n'y a pas plus de 30 mots. Donc on va s'intéresser au titre. De toute façon, vous avez bien en tête la problématique du DIM, qui est d'analyser la situation, quels sont les dysfonctionnements, les flux, les processus, qui est d'organiser une veille. Effectivement, être à l'écoute en permanence, savoir détecter que la R&D est en train d'échanger des documents sur des outils extérieurs à l'entreprise. Fédérer les réseaux internes, on a parlé tout à l'heure de RSE. Moi, je trouve ça hallucinant que 62% des RSE soient indépendants du SI. Bon, bah, peut-être qu'il faut qu'ils soient indépendants du SI, puisque c'est ce qui se passe. Peut-être que c'est naturel. Mais dans ce cas-là, il faut un coordinateur, il faut un Document Information Manager. Bâtir et proposer une politique documentaire, évidemment, d'archivage, de cohérence des documents, responsabiliser les acteurs, je viens de vous en parler, créer des fonds documentaires, avoir des référentiels, participer aux actions comprenant des volets documentaires, les projets, la sécurité, la confiance. L'Internet de confiance, moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire parce que la confiance, c'est une relation interindividuelle et Internet, c'est une techno. Donc, je ne vois pas comment on peut associer ces deux mots sans passer par un tiers qui va faire le lien entre les deux. La formation et le management du changement, bien entendu, c'est au cœur de la problématique. Et je pense qu'au lieu d'avancer des technos en disant « tiens, j'ai un nouvel outil à vous proposer », il faut réfléchir à dire « où voulons-nous aller ?» envisager le management du changement et ensuite apporter les outils nécessaires. Et en l'occurrence, ils existent. J'ai une statistique qui complète la nôtre tout à l'heure. La sécurité dans les entreprises n'est pas utilisée à plus de 10% de ce qui est du parc installé. Vous vous rendez compte, il reste 90%. Donc c'est un problème d'architecture. Et qui dit architecture dit où est mon but, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux créer. Suivre les processus, contrôler les indicateurs et former. Nous en avons parlé avec Jean-Marc tout à l'heure. Effectivement, à partir du moment où on a un management du changement, il faut former et éduquer les mentalités. Voilà, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et j'espère qu'elles seront nombreuses. Merci beaucoup. Merci Philippe de ton enthousiasme. Et donc, j'attends les questions enthousiastes de la salle maintenant.
On les a tués, c'est trop vaste, c'est trop grand. Comment on fait le premier pas de la longue marche? Ah oui, on a une question. Y a-t-il un dîme dans la salle? Grand ou petit? Ah, nous avons une dîme. Vous voulez prendre le micro, vous exprimer un petit peu? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Guillaume Borel. Donc, je travaille dans une société de consulting. J'ai un passé d'ingénieur en génie électrique et informatique industrielle. Et depuis 15 ans, je travaille. J'ai bien pris conscience des problèmes sur les projets industriels liés à des manques d'accès aux informations, des informations fiables, etc. Donc, progressivement, je me suis spécialisé dans l'ingénierie de la documentation pour acquérir un peu des compétences dans ce domaine. Et donc actuellement, j'ai convaincu ma direction de créer un poste de gouvernance de l'information. Alors effectivement, j'en suis pas encore arrivée à être admise au comité de direction, mais je suis directement rattachée toutefois au PDG. C'est un travail, c'est très compliqué. J'ai encore toujours besoin de justifier, d'expliquer mon rôle transverse, puisque effectivement, je mets mon grain de sel partout, sur tous les projets, sur toutes les activités qui peuvent se dérouler dans l'entreprise. C'est extrêmement compliqué d'arriver à faire comprendre aux gens, surtout avec une population, pour moi, d'ingénieurs, où finalement, ils se considèrent comme sachants en matière d'informatique, de gestion de l'information. Ils n'ont pas besoin qu'on les aide. Et pourtant... voilà, c'est assez complexe, je dirais, d'arriver à mettre en place ce genre de fonction. Mais pourtant, tous les projets que j'ai pu mener, je dirais que tout le monde s'est félicité d'avoir eu quelqu'un qui fédérait un petit peu l'informatique, l'assurance qualité, les documentalistes, les aspects juridiques que je pouvais apporter. C'est vraiment une grande force sur la plupart des projets sur lesquels on est intervenu. Alors j'avais une petite question, je n'avais pas connaissance de la FIDIM. Vous avez beaucoup d'adhérents justement, beaucoup de DIM. Alors madame, comme vous venez beaucoup mieux que moi de définir ce qu'est un DIM, j'ai sûr que nous avons maintenant plus de DIM dans la salle et que si on se demande de lever la main, on n'aura plus d'une main. Levez la main, s'il vous plaît. Y en a-t-il d'autres qui se cachent? Ne donnez pas tort, s'il vous plaît. Alors, la FIDIM, vous allez voir que maintenant qu'on va faire des cadeaux, il va y avoir de plus en plus de mains. Il y a un site qui s'appelle fidim.eu. Sur lequel vous allez trouver le profil DIM. Donc, quelles sont les fonctions, quel est son rôle, quels sont les outils que nous pouvons mettre à sa disposition, quelles sont les formations. Vous nous avez dit que vous aviez un passé d'ingénieur, une formation d'ingénieur, plus qu'un passé, parce que c'est toujours présent, mais peut-être des lacunes dans d'autres domaines que vous devez toucher. Et la FIDIM, elle a pour objet justement d'aider des futurs grands DIM à devenir des DIM à part entière en ayant cette vue holistique qui est nécessaire et qui va permettre effectivement d'avoir un poids au niveau de la gouvernance et de la direction générale. Donc, adhérer, les moyens d'adhésion sont sur le site et n'hésitez pas à revenir vers nous en fin de séance. Merci Philippe. Je vais passer la parole à Jean-François Rodriguez, qui donc travaille dans le groupe DocaPost et qui, par son expérience professionnelle et commerciale, si je puis dire, va peut-être nous parler encore mieux de comment faire avancer les organisations dans le but souhaité. Je ne sais pas si je vais le faire mieux, je vais le faire différemment. Donc je vais me concentrer parce que la thématique de la session est très large. Donc je vais me focaliser moi sur la gestion documentaire et appliquer un domaine particulier qui est la relation client, qui sont les domaines sur lesquels on a été amené davantage à intervenir. Alors quelques constats qui vont rebondir un peu sur ce qui a été dit, mais peut-être de manière un peu spécifique au domaine qui m'intéresse là. On est par définition sur un domaine qui est vaste, polymorphe et qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il est difficile à définir, on ne maîtrise pas le périmètre et les moyens qui sont à l'intérieur, et du coup personne ne peut optimiser ce truc-là si on ne le maîtrise pas. Alors les parties prenantes sont multiples, on a bien sûr
le marketing, on va avoir les métiers, on va avoir la DSI, on va avoir le juridique, on va avoir les gens qui gèrent les moyens, les services généraux. Et chacun d'eux maîtrise un petit bout de l'ensemble, a ses propres enjeux, et personne n'est capable de consolider ça et de savoir même, ne serait-ce qu'appréhender économiquement de quoi on parle, combien ça pèse en termes économiques, on n'en sait rien. Et c'est préoccupant, d'autant qu'il y a certaines évolutions dans ce périmètre-là qui vont augmenter cette complexité, parce qu'on envoie de plus en plus de messages et de sollicitations aux clients et aux prospects, parce que les canaux se multiplient, donc ça pose des problèmes de maîtrise de la cohérence des messages qu'on envoie à ses clients. La dématérialisation, on en a parlé, alors je ne sais pas si vous dire dématique ou dématérialisation dans mon propos, mais pose immédiatement la multiplication des documents sous forme numérique pose une question d'archivage, et aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises ont un problème d'archivage qui peut être extrêmement opérationnel. On a eu des clients comme ça qui ont eu des problèmes sérieux d'archivage, et le patron en a pris conscience que quand il n'a pas lui-même retrouvé un document ou que ses équipes n'ont pas pu le retrouver. Et là, tout d'un coup, ça déclenche. Les évolutions des formes et des contenus des documents, je voudrais citer un exemple sur le courrier. Si je prends une banque, par exemple, elle envoie des relevés de compte historiquement depuis des décennies. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi on envoie ça. On l'envoie. C'est dans les conditions générales de vente. Aujourd'hui, on commence à se poser la question de dire mais pourquoi on envoie ce bout de papier? Et certains organismes commencent à dire on devrait dématérialiser. Puis d'autres disent non, le papier, les clients ils sont très attachés, on ne peut pas le dématérialiser, donc il faudrait essayer d'en tirer plus de valeur. Et donc, il faudrait transformer cette donnée transactionnelle, qui en tant que telle n'ont pas énormément d'informations sur un bout de papier, en des données transactionnelles qui me permettent d'appuyer des messages marketing et relationnels. C'est ce qu'on appelle le transpromo dans le jargon du métier. Et bien ça, c'est une méchante rupture parce que d'un côté, on a le monde de la gestion qui fait du transactionnel, on a des marketeurs et ces gens-là, ils travaillent très rarement ensemble. Et si on veut faire évoluer ce document-là, qui est au cœur de la relation client, on va tout de suite toucher des problématiques de gouvernance. Et j'ajouterai un dernier enjeu qui est le développement responsable, parce que qui dit document, dit numérique, dit aussi papier. Et le développement responsable, quand on parle de papier, c'est du papier, c'est de l'encre. On voit bien toute la teneur développement durable qu'il peut y avoir derrière. Et la gouvernance, c'est aussi s'occuper de ce sujet. Donc tout ça pour dire que c'est un enjeu majeur en termes de coûts. On parle de chiffres très importants quand on arrive à les appréhender. Il y a des vrais enjeux de productivité derrière, d'efficacité, de cohérence des messages et de maîtrise des risques aussi au plan juridique. Tout ça pour dire qu'on a une gestion complètement éclatée, mais des enjeux qui au niveau global sont conséquents, mais qu'on ne voit pas. Alors pour entrer dans la gouvernance, en gros, il y a deux manières de faire. Soit on va prendre une approche un peu top-down, on va faire une stratégie documentaire, et puis on va se mettre d'accord sur des principes, des règles, et puis tout ça se déclinera de manière opérationnelle et dans les outils. On voit bien, c'est compliqué, ça prend énormément de temps, c'est très difficile de faire prendre conscience des enjeux et de mobiliser l'entreprise autour de quelque chose comme ça, et pourtant c'est important. Après, il y a une autre approche qui est bottom-up, c'est de dire, j'ai des projets au quotidien qui impactent ou qui font évoluer ma gestion documentaire, et pourquoi ne pas utiliser chacun de ces projets pour construire un bout de la gouvernance dont on a besoin? Et je pense que les deux approches ne sont pas du tout antinomiques, elles sont complémentaires, et en fonction de la situation de votre entreprise, on va utiliser l'un ou l'autre de ces leviers. Alors pour illustrer mon propos, je pourrais parler d'un cas concret qui est une grande mutuelle pour laquelle on est intervenu sur ces sujets. Alors on a commencé il y a longtemps, c'était en 2006. Et quand on commençait à parler de gouvernance documentaire, quand je disais on est en train de travailler avec un client sur ce sujet, on nous regardait en disant mais vous êtes vraiment des intellectuels, vous avez que ça à faire quoi. Mais le contexte était intéressant parce que cette mutuelle-là, elle avait créé ce qu'ils appelaient, ce qui s'appelle toujours d'ailleurs, un département logistique de l'information. Au sens, il y a l'information et puis il y a tout ce qu'on va en faire. Ils appelaient ça logistique de l'information et là, on rentre dans le document. Alors, cette organisation-là, pourquoi elle a avancé sur ce sujet? Parce qu'elle maîtrisait le traitement des flux. Ça commençait par les flux, c'est-à-dire qu'ils imprimaient le courrier de l'entreprise ou les documents. Ils numérisaient les flux entrants. Ils mettaient en œuvre les technologies pour dématérialiser tout ça. La GED aussi pour les flux circulants. Et du coup, ils étaient maîtres d'œuvre d'une bonne partie de la gestion documentaire de l'entreprise, en tout cas en lien avec la relation client. Et du fait qu'ils étaient reconnus comme des pros dans leur domaine, ils ont pu peu à peu se positionner en disant je suis maître d'œuvre, je peux faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des métiers pour optimiser la manière dont on va traiter les documents au service des objectifs métiers et des process métiers. Et du coup, ils avaient un périmètre qu'ils maîtrisaient suffisamment bien, sur lequel ils pouvaient mettre des chiffres en euros et des impacts en euros sur tout ce qu'ils faisaient. Et ce périmètre était clairement circonscrit et personne ne le revendiquait, même s'il y avait des conflits avec d'autres entités qui avaient mis en œuvre leur propre petit silo de moyens, parce que ça, c'est inévitable dans une organisation d'envergure. La première mission qu'on a faite est partie en fait du constat du patron de cette entité qui dit les métiers ont défini leur stratégie à 3 ans.
la direction informatique a fait un beau schéma directeur. Et ben maintenant, j'aimerais bien pouvoir décrire ou définir qu'est-ce que ça veut dire ça, la stratégie des métiers et le schéma directeur informatique, qu'est-ce que ça veut dire pour la gestion documentaire. Et donc on a travaillé avec lui sur ce premier sujet. C'était une mission un petit peu générale, un petit peu globale, qui ne rentrait pas forcément trop dans les détails, où on définissait des principes et des orientations. Mais derrière, on a enchaîné des missions plus opérationnelles sur certains bouts de gestion documentaire pour traduire et décliner ça de manière opérationnelle. Et une des missions qu'on a faites concernait l'emailing, qui était un vrai problème dans cette organisation, parce que des adresses email, il y en avait partout. Elles étaient hébergées partout dans l'entreprise, des fois à l'extérieur, des solutions multiples en fonction, le marketing faisait ses propres emailing, la relation client ses propres emailing, etc. Enfin, c'est des problèmes qu'on voit partout, hein. Une qualité de l'adresse qui était préoccupante, une pénétration de la part des adresses mail par rapport à la base client qui était insuffisante, des problèmes de gestion de droits liés à ces adresses. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est trois choses. Un état des lieux, c'est-à-dire de mettre ensemble toutes les entités qui avaient un rôle dans la fonction emailing et de faire un état des lieux, c'est-à-dire qui est impliqué dans ces process-là, quels sont les flux, les solutions utilisées, les usages, les limites aussi, les problèmes qu'il y a. Ensuite, de clarifier les enjeux et les objectifs. Et derrière, on a défini 6 chantiers derrière lesquels on a pu mobiliser les gens très concrètement. Je vais attendre que le train passe. À côté de la salle de conférence, témoins associés. Voilà, merci. 6 chantiers donc concrets derrière lesquels on a pu mobiliser les gens. Donc c'est la définition d'une plateforme unique, technique, pour les envois d'emailing, les droits d'usage et la définition et la mise en place des règles de gestion associées aux adresses email, la mise en place d'outils de suivi et de tableau de bord, la fédération des bases d'adresses et le développement de la collecte et des usages. Et ces chantiers-là, on voit, il y en a qui sont plus techniques, il y en a qui sont plus marketing, mais tout le monde était au courant de ce qui se passait sur ces chantiers, chacun en avait un ou deux, et ça a permis de faire avancer tout le monde de manière un peu organisée sur ces sujets et de résoudre les problèmes. Alors, pour finir mon propos, quelques leçons moi, que je tire de l'expérience qu'on a pu avoir à travers ce cas et quelques autres cas. C'est que le premier sujet, c'est de poser son sujet, c'est aider l'entreprise à voir clair, et pour ça, il faut essayer de définir un périmètre qui n'est pas forcément la totalité de la gestion documentaire dans l'entreprise, là où en tout cas il y a beaucoup de travail à faire, et plutôt partir sur un périmètre qu'on peut maîtriser. La gestion de la relation client, c'est un bon sujet, tout le monde est préoccupé par le fait que le client reçoit une information cohérente qui sert le développement du business, ça peut être un bon sujet pour démarrer. Démarrer par un état des lieux, et définir des objectifs et des priorités par rapport à cette situation qu'on va révéler et qu'on va partager dès le départ, avant même de parler de résolution de problèmes. On prend conscience de cette multiplicité de moyens qu'on a décrit tout à l'heure, l'éclatement. La deuxième étape, c'est de prendre la main, de passer à l'action. Et moi, mes recommandations là-dessus, c'est vraiment de construire pas à pas et de raccrocher toujours à l'opérationnel et à l'économique. J'entends souvent les sujets de gouvernance, on dit l'économie c'est différent, la gouvernance c'est des principes, c'est important pour la valeur de l'entreprise. Moi je pense que si on ne raccroche pas ça à des sujets opérationnels et à des euros quelque part, eh bien, on aura du mal à faire avancer la cause. Et pour ça, je pense que la bonne idée c'est d'utiliser des projets concrets et d'intégrer une dimension gouvernance dans les projets de gestion documentaire. Et donc d'utiliser ces projets pour faire avancer la gouvernance autant que l'inverse, si ce n'est plus. Quelques sujets qui peuvent être intéressants, qui sont des épines dans les pieds des gens, des entreprises aujourd'hui et par lesquels on peut commencer. La gestion des adresses, j'en ai parlé, pour l'email, mais aussi postale. L'adresse postale, c'est un truc qu'on gère depuis des décennies et il y a toujours des problèmes et c'est toujours pas optimisé. Les problématiques d'archivage liées à la communication avec les clients. L'externalisation, c'est un bon sujet aussi, de se poser ensemble la question de dire quel est l'intérêt pour nous de l'externalisation, quel type d'activité ou de périmètre peut-on externaliser, dans quelles conditions. Parce que quand on pose la question de l'externalisation, en miroir, on se pose la propre question de dire mais c'est quoi mon métier et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça pose des problèmes de gouvernance très vite. Et c'est un bon moyen de le poser un peu indirectement, mais d'amener les gens au cœur du sujet. Et puis quelques projets qui peuvent être porteurs d'enjeux. J'ai parlé de l'évolution du courrier vers un courrier relationnel. Le courrier dans une relation d'une banque ou d'une assurance, c'est extrêmement important. C'est trivial, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est important. Et c'est un domaine qui évolue et qui pose beaucoup de questions de gouvernance quand on s'y intéresse de près. Voilà. Après, se pose la question du porteur ou du pilote dans l'avion.
C'est compliqué d'avoir un pilote dans un avion de type gouvernance de gestion documentaire. Moi, j'aurais tendance à dire, sur la base de notre expérience modeste, opérationnelle, si on a déjà quelqu'un pour animer la démarche, quelqu'un qui va être un visage qu'on met dessus, mais qui n'est pas le pilote, il n'est pas chef, il est là pour faire en sorte, il est le liant. Il est celui qui amène les sujets et celui qui aide à les faire avancer. Eh bien, ce sera déjà pas mal. Si on peut avoir un sponsor au niveau de la direction générale, c'est encore mieux, évidemment. Et puis une approche collaborative, ça, c'est évident. Voilà, et puis peut-être une dernière recommandation, parce qu'en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de lier les évolutions et les pas qu'on va faire à des objectifs qu'on se fixe, qu'on mesure et sur lesquels on pourra communiquer pour dire, ben voilà, on a fait un projet, non seulement on était tous contents d'y participer parce qu'on a beaucoup appris, mais on a des résultats. Voilà, si on fait ça, c'est déjà beaucoup. Merci de votre intervention. Question ? Allons, quelques questions. Faites plaisir à nos orateurs. Ah. Merci. Par rapport à tout ce que vous avez dit et présenté, on a l'impression qu'il y a un problème de recrutement surtout. On a l'impression que le thème principal, c'est la technologie. Donc tout ce qui est gouvernance documentaire implique beaucoup de nouvelles technologies et systèmes d'information. On a l'impression qu'il manque celui qui est le spécialiste du contenu et non pas du contenant. On a l'impression que tout est développé pour faire de la gestion, emmagasiner de l'information, archiver. Mais alors il manque celui qui sait quelle information exploiter. Et on a l'impression qu'on part à l'envers, quoi. Que tout est mal construit dès le départ. Alors, confirmation ou infirmation. Donc on aura éventuellement un avion, mais pas le pilote qui sait le piloter, quoi. Je veux bien répondre à cette question, mais on a sûrement des différentes réponses. En tout cas, je vous invite demain matin, puisque j'anime un atelier sur le droit d'usage de l'information, il y aura 7 sociétés qui ont des contenus et qui ont bien compris qu'on pouvait faire autre chose de ces contenus, mais simplement il n'y a pas l'interlocuteur en face. Et donc, en gérant le droit d'usage et le rôle dans une organisation, on va faire le lien sur 7 métiers différents liés aux documents. Donc c'est demain matin, c'est le patrimoine immatériel. Et c'est dans le cadre du MIS, qui est partenaire de Documation, comme chacun sait. Mais voilà, ça répond à votre question. Oui, pour répondre à votre question, un exemple vécu. Mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire aujourd'hui, on a trop tendance à rester sur la technique, et ce qui est une erreur, clairement. Et plutôt que de parler de pilote, peu importe, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui soit capable de coordonner. Mais je dirais qu'il y a un minimum quand même de pouvoir, parce que sinon, le pauvre va s'épuiser. Le pauvre ou la pauvre va s'épuiser. Hein. Mais un exemple vécu où effectivement la technique montre ses limites, je remonte à 10 ans, donc il y a prescription. Les premiers systèmes d'archivage électronique qui ont été mis en place, ça se passait au niveau de la direction informatique, avec les fournisseurs qui sont toujours là, de stockage. Et puis on mettait en place une super baie qui venait de sortir concernant l'archivage électronique. Résultat des courses, quand effectivement ça a été mis en ligne pour les utilisateurs, il y en avait quand même plusieurs dizaines de milliers, la solution d'archivage s'est révélée désastreuse en temps de réponse. Et c'est là qu'on s'est posé véritablement les bonnes questions. Ah oui, mais l'archivage, c'est sécurisé, donc forcément ça prend plus de temps parce qu'on doit vérifier l'intégrité, on doit chiffrer certaines données, on doit vérifier les accès, etc. Ah mais oui, mais là, mes utilisateurs, ils ont besoin d'informations très rapidement, mais c'est plus une démarche de GED cette fois. Donc tout ça, parce qu'effectivement, le problème a été mal posé. Et je dirais, toujours pour rester sur ce domaine de l'archivage électronique, encore une fois, c'est quelque chose qui ne se traite pas par une seule entité. La première des choses, c'est une des solutions, c'est pas forcément la seule, mais une qui marche très bien, c'est effectivement de commencer par faire sa politique d'archivage, mais au sens électronique du terme. Et cette politique commence par la création d'un groupe. Et derrière, il faut animer ce groupe. Et qui on trouve dans le groupe? Les métiers, donc les producteurs d'informations, ce que vous étiez en train de dire, c'est eux qui en fait ont connaissance de cette information, ont connaissance aussi de ce qu'ils veulent en faire et de ce que potentiellement on pourrait en faire. Deuxièmement, dans le groupe, on retrouve évidemment les juristes pour tous les aspects, je dirais, légaux, tous les aspects réglementaires, tous les aspects de données personnelles. Alors des fois, on entend, oui, la CNIL, c'est pénible et autres, mais heureusement qu'on l'a. Maintenant, il y a un décalage, effectivement, entre des théories de juristes brillants et puis la mise en pratique technique. Bon, exemple, Adopi. Mais forcément, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc ça, c'est l'aspect juridique. Autre aspect important, l'informatique aussi.
direction informatique, production informatique, mais je dirais qu'il y a plus un rôle consultatif qu'acteur dans cette démarche de politique d'archivage. Le risque management, bien évidemment, donc quelqu'un qui est capable de gérer le risque, d'appréhender le risque dans l'entreprise. Les archivistes, à ne pas oublier, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on découvre, c'est que pendant 10 ans, de 2000 à 2010, l'archivage électronique s'est développé effectivement avec cette composante technique, pratiquement que technique. Puis à côté, l'archivage traditionnel continuait de vivre sa vie de façon, entre guillemets, timorée d'une certaine façon, parce que la technique fait peur, en fait, quelque part. Il n'y a que les ingénieurs qui sont effectivement les sachants. Et au bout des 10 ans, finalement, dans les entreprises, à force de rencontrer un certain nombre de difficultés, dont celles que je viens d'évoquer, c'est-à-dire on installe un système d'archivage avec une réponse technique, donc finalement ça ne répond pas du tout à ce qu'on voulait derrière au niveau des utilisateurs. On se dit mais qui est capable effectivement d'organiser cette information? Et on a redécouvert en fait le rôle de l'archiviste dans les entreprises. Donc au travers de l'archivage électronique, on redécouvre effectivement aussi le rôle réel de l'archiviste, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas simplement un empileur de carton dans une cave poussiéreuse. L'archiviste en fait a un rôle essentiel justement sur l'organisation de l'information, autant sinon plus que le documentaliste. Donc tout ça pour dire que le groupe de travail doit être constitué et chacun amène en fait sa pierre à l'édifice. Et la difficulté qui reste et qui restera, c'est effectivement de trouver le bon pilote pour ce groupe. Donc c'est de la gestion de groupe, c'est quelque chose qui est archi connu, qui est toujours aussi difficile, mais qui fera effectivement que le projet va réussir plus ou moins bien. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la gestion documentaire. Je voulais savoir quelle est la place pour vous du documentaliste au milieu d'un juriste qui va maîtriser tout l'aspect juridique, d'un responsable sécurité, du business qui va connaître les documents et savoir les utiliser. Donc, quelle est la plus-value en fait du documentaliste ou de l'archiviste dans ces projets ? Je vais répondre à votre question. Je crois qu'on est clairement, vous l'avez dit, il y a le juriste, il y a celui qui est le directeur opérationnel qui contenait les contenus, le documentaliste ou l'archiviste ou tous les autres métiers de l'infodoc. Lui, ce qu'il connaît aussi très bien, c'est les usages, c'est les pratiques, c'est les besoins des utilisateurs. Et cette clé-là, elle est essentielle pour abonder dans le sens de ce que disait Jean-Marc. Si on veut que ça avance, que ça progresse, cette pluridisciplinarité qu'il a très bien décrite, elle passe aussi par la présence pendant toutes les étapes de la mise en place et après de l'animation de la gouvernance documentaire, de la présence forte et active. C'est pas seulement d'être présent pour amener ce qu'est un plan de classement et comment ça s'organise, ça c'est une présence technique, mais c'est aussi être le porte-parole du besoin des utilisateurs, de l'évolution des usages, parce qu'on oublie aussi que nos usagers, ils ont changé dans ces 10 années qui viennent de passer, puis dans les 10 prochaines années, ils vont encore changer dans leur comportement. Ils sont de plus en plus des digital natives, ils sont de plus en plus des utilisateurs des médias, des réseaux sociaux, de tout ce qui est électronique, et il faut intégrer ces pratiques-là, non pas en les mettant de côté en disant on va essayer de les former à autre chose, mais en les intégrant à ces nouvelles pratiques, et le documentaliste, il doit être porteur de ce message-là. On ne va pas mettre 1000 personnes autour de la table pour les comprendre. Il faut que le documentaliste, lui, soit entre autres, le porte-parole de cette évolution. Donc il a une place forte qu'il faut parfois qu'il construise. C'est pas le plus simple. On va pas chercher naturellement le documentaliste ou l'archiviste ou le veilleur ou le bibliothécaire dans d'autres organisations. Il faut que lui pousse la porte et que lui il dise voilà, moi je suis aussi, au-delà de ma technique, le porte-parole de l'utilisateur et donc j'ai ma place dans le groupe projet tout au long des étapes du projet et bien au-delà dans la partie mise en place. Un autre commentaire, messieurs, par rapport à cette question ? Non ? Encore une question ? Je crois que madame voulait en poser une. D'autres questions ? Une petite dernière pour la route, là, quand même ? Bon, écoutez, il me reste, c'est l'heure de la conclusion, il est presque 45, donc il me reste à vous remercier de votre attention. Évidemment, chacun d'entre nous est à votre disposition si vous voulez poser des questions, je dirais de façon plus individuelle que collective. Merci de votre présence et merci de votre attention.